en Afrique, le premier président noir sud-africain Nelson Mandela est mort hier à l'âge de 95 ans. Il a été malade pendant plusieurs mois. Le monde entier pleure l'illustre disparu. Demain, samedi 7 décembre 2013, c'est le jour de la célébration du 20e anniversaire du décès du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, veut faire de cet anniversaire un événement national. En Centrafrique, il y a des combats entre miliciens et ex-rebelles de la Séléka, désormais au pouvoir. Ces combats ont fait plus de 100 morts dans la capitale centrafricaine. Bangui. Nous sommes vendredi, nous devrions parler de sport, mais vu la densité de l'actualité, nous aurons un autre invité, M. Claude Saï, spécialiste des questions internationales. Avec lui, nous allons parler de la vie de Nelson Mandela également, de Félix Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Dans l'actualité en Afrique, le premier président noir sud-africain, Nelson Mandela, est mort hier à l'âge de 95 ans. Il a été malade pendant plusieurs mois. Le monde entier pleure l'illustre disparu. Les chefs d'État et de gouvernement, les anciens présidents, les stars du cinéma, du football, bref, tout le monde pleure. Celui qui a lutté contre le système de l'apartheid, celui qui a lutté pour une justice universelle, celui qui a lutté à la fois contre les Blancs et les Noirs pour que l'égalité règne dans son pays, l'Afrique du Sud. Nous vous le disions, le monde entier pleure Nelson Mandela, le président américain Barack Obama, le président français François Hollande et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, se disent profondément touchés par la disparition de cet homme qui a marqué l'histoire de son temps et qui désormais appartient à l'éternité. Son combat sera su par des générations et des générations. Autre aspect de la vie de Nelson Mandela, la lutte historique et sans relâche de l'homme contre l'apartheid qui a fait de lui un héros en Afrique du Sud et dans le monde. Une lutte qui lui a valu 27 ans derrière les barreaux. Comment s'est déroulée son arrestation? Qu'en est-il de sa vie en prison? Quelles sont les circonstances qui ont entouré sa libération? La réponse avec Marie-Laure Ngora. Figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, symbole de paix et de respect des droits de l'homme, prisonnier politique le plus célèbre. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Nelson Mandela. Madiba, comme l'appellent les Sud-Africains, a passé 27 ans de sa vie en prison. Son crime, son investissement dans la lutte contre le régime de l'apartheid, à savoir la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci sur la communauté noire. 1952, première arrestation, première condamnation. Nelson Mandela est poursuivi pour non-respect des lois de l'apartheid et pour communisme. Condamné à 9 mois de prison, il sera finalement placé en liberté surveillée. 1955, une année clé. Le 9 février, le gouvernement fait raser un quartier de Noirs qualifié de rebelle anti-apartheid dans la banlieue de Johannesburg. L'ANC, le Congrès national africain, réplique, adopte la charte de la liberté, manifeste politique anti-apartheid. Le 5 décembre 1956, Mandela et des membres de l'ANC, pas moins de 150, sont accusés de trahison, un crime pouvant être sanctionné par la peine de mort, mais ils seront tous acquittés à l'issue d'un procès en 1961. Pour autant, les difficultés ne s'arrêtent pas pour Mandela et l'ANC, désormais interdit de toute activité. Nelson Mandela et ses compagnons abandonnent alors la non-violence et mènent la lutte armée contre le pouvoir. 1962, Mandela est à nouveau arrêté de retour d'un voyage à l'étranger. Il est condamné pour incitation à la grève et déplacement illégal. En 1963, Nelson Rolihlahla Mandela fait face à de nouveaux chefs d'accusation avec d'autres leaders de l'ANC. Ils sont inculpés pour sabotage, trahison et complot. En mai 1964, s'ouvre le procès historique de Rivonia. Le verdict est lourd. Mandela et ses 7 co-accusés sont condamnés à la prison à vie. Nelson Mandela passe 17 ans à la prison de l'île de Robben au large du Cap. Soumis à des travaux forcés,
Mandela vit dans des conditions difficiles, contracte la tuberculose. En 1982, Nelson Mandela est transféré à la prison Pollsmoor. Au cours de ses années de détention, il refusera toujours sa libération contre le renoncement public à la lutte contre l'apartheid. 1986 commence toute une série de rencontres avec les autorités sud-africaines. Les choses se mettent en place pour la libération de Mandela. 1988, il est placé en résidence surveillée aux abords de la prison Victor Verster de Paarl. La liberté, elle arrive enfin le 11 février 1990. L'ANC et le Parti communiste sont légalisés. Mandela aura passé en tout 27 ans et 190 jours en détention avant d'être libéré sous la présidence de Frédéric de Klerk en février 1990. Justement, par rapport à la mort de Nelson Mandela, nous vous proposons le télégramme du président de la République, Alassane Ouattara, à son homologue sud-africain Jacob Zuma. Monsieur le Président, c'est avec une très grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès du président Nelson Mandela, ancien président de la République d'Afrique du Sud. En cette douloureuse circonstance, je voudrais rendre un hommage mérité à l'homme exceptionnel, charismatique et hors du commun qu'il fut. Épris de paix et de justice, il a donné à l'amour, au pardon et à l'humilité le sens le plus accompli. L'Afrique et le monde resteront à jamais marqués par son idéal et son humanisme sera une source intarissable d'inspiration pour les générations futures. Malgré la douleur, la nation arc-en-ciel saura, j'en suis persuadé, puiser dans l'héritage incommensurable que lui lègue Madiba, la force de relever les défis à venir. À cette occasion, je voudrais exprimer au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes sincères condoléances à votre Excellence et à la famille éplorée. J'y joins ma profonde compassion et mes pensées de réconfort pour le peuple sud-africain durement éprouvé par ce deuil. Madame Ouattara s'associe à moi pour exprimer en particulier à son épouse et fidèle compagne, Madame Gracia Marchel, toute notre sympathie accompagnée de nos sentiments chaleureux et amicaux. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous recevons maintenant M. Claude Saï, spécialiste des questions internationales. M. Claude Saï, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de la RTI. M. Claude Saï, vous avez suivi tout à l'heure l'élément de Marie-Laure Mongoran, que retenir de la vie de Nelson Mandela. Alors, Mandela fait partie de notre vie. Mandela a incarné la lutte contre l'apartheid. Mandela, c'était le combat de l'insoumis, de l'homme noir face à l'homme blanc, face à l'injustice. Mandela, dès l'instant où l'action qu'il pose va au-delà de l'ANC, va au-delà de l'Afrique du Sud, va au-delà du continent africain, Mandela est désormais un patrimoine commun de l'humanité. Dans ces conditions, il est donc porteur d'un idéal. L'idéal de celui qui longtemps s'est battu contre l'injustice, contre les lois apatrides, contre toute forme d'oppression, pour amener un homme, l'homme tout court, blanc, noir, indien, tout ce que vous voulez, mais l'homme porteur d'un idéal vers une société de progrès et de développement. Retenir quelque chose de Mandela, c'est simplement retenir que tout engagement politique doit être accompagné d'un idéal à partager. Et cet idéal, quand on le partage, vous comprenez, même quand on subit la plus grande des initiations, la mort, on la chante, on la fête. Et vous voyez des enfants qui n'ont jamais connu Mandela, qui ont entendu parler de lui, qui le fêtent, qui brûlent des sièges. Cela veut donc dire que Mandela a traversé le temps, a traversé l'espace, ne s'appartient plus, n'appartient plus à l'Afrique du Sud, n'appartient plus à l'Afrique. Mais Mandela est un patrimoine commun de l'humanité et ce sont de tels actes, ce sont de telles vertus, ce sont de telles valeurs que nous devons partager pour comprendre que le monde est un et qu'à partir de cette unité, nous devons faire éclore une sorte de lumière. C'est cela Mandela. Très bien, il pourrait même dire que Nelson Mandela appartient désormais à l'éternité. Oui, appartient à l'éternité parce que toute action politique, quand elle est bonne, quand elle est pour le plus grand nombre,
rentre dans ce que j'appelle l'intemporalité. Elle traverse le temps, cette action politique. Donc, on mène le combat de l'immortalité. Du coup, Mandela devient immortel comme beaucoup de grands leaders que nous avons eus sur ce continent. En tout cas, beaucoup de grands dirigeants que nous avons eus sur ce continent. Donc, il a traversé le temps, il a traversé l'espace, il est dans l'éternité, puisqu'il est maintenant immortel, Mandela. Monsieur Saïd, nous allons parler un peu de sa vie pendant l'apartheid, point noir qui luttait contre les Blancs. Il a été plusieurs fois en prison. C'est des moments difficiles, j'allais même dire pénibles. Oui, c'est... Quand on doit accomplir une mission, il y a des épreuves à franchir. C'est comme cela qu'il faut interpréter l'action carcérale que Mandela a vécue. Ce fut 27 années très difficiles, 27 années au cours desquelles il a contracté justement cette maladie qui lui vient de l'emporter, la silicose en réalité. L'inhalation de plusieurs années de poussière finissent par entamer le poumon, vous comprenez? Donc la prison a été une preuve pour lui, mais en réalité toute forme de preuves qui lui ont permis ou toute forme de preuve qui lui a permis de comprendre l'acte qu'il devait poser. Sortir de cet univers carcéral devait l'amener donc de la prison au palais présidentiel. Sortir de la prison et faire en sorte qu'on ne connaisse pas la prison pour ses idées politiques. Vous comprenez? Et c'est cela Mandela. Donc je pense que la prison a été quelque chose de très fort pour lui. Zadi Zaourou, le grand maître, avait une très belle image, la termitière. Quand on sort de la termitière, en réalité, on s'est bonifié et on devient intéressant pour l'humanité. Mandela, ces 27 années de prison ont été pour lui des moments très forts parce que quand il sort de prison, il comprend avec l'expérience emmagasinée, avec toutes les sommes de connaissances emmagasinées, qu'il faut mettre tout cela au service de l'humanité. Douleur, mais aussi joie, parce qu'après toute épreuve, il y a bien sûr la récompense. Alors, Nelson Mandela est donc décédé depuis à l'âge de 95 ans, entre autres au combat mené par l'homme, le combat pour la paix dans son pays, le combat pour la paix en Afrique, le combat pour la paix dans le monde. En Afrique du Sud, son pays, il s'est battu contre les extrémistes de tous bords, les blancs comme les noirs, pour réconcilier les fils et filles de son pays, suivant ce reportage de Francis Boifo. Premier acte fort de Nelson Mandela en 1991, au lendemain de sa libération, la négociation avec le gouvernement de Klerk. Il est inspiré par cette idée, et je cite, « Pour faire la paix avec un ennemi, il faut travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. » Fin de citation. Chemin faisant, Nelson Mandela reçoit en octobre 1993 le prix Nobel de la paix en même temps que Frédéric de Klerk. Ainsi souffle en Afrique du Sud un vent de décrispation. La fin de l'année 93 voit la mise en place d'un conseil exécutif de transition qui associe les Noirs à l'exécutif. Plusieurs mois après, les électeurs sont appelés à faire un choix entre le bâtisseur noir, Nelson Mandela, et le démolisseur blanc de l'apartheid, Frédéric de Klerk. Surprise, Nelson Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud. Nous sommes en 1994. Le héros de la lutte contre l'apartheid marque encore le monde lors de son discours d'investiture à travers cette phrase, et je cite, « D'un désastre humain qui n'a duré que trop longtemps, doit naître une société dont l'humanité tout entière sera fière. » Fin de citation. Sur cette base, il forme un premier gouvernement aussi inclusif que possible. En 1995 est créée la Commission Vérité et Réconciliation CVR que présidera Monseigneur Desmond Tutu pendant 7 ans. Le rôle de cette commission, sanctionner les crimes de l'apartheid sans accroître la déchirure entre les communautés noires et blanches. C'est l'esprit Mandela, un esprit fondé sur le dialogue sans exclusion et la paix. Le 31 décembre 2001, le président Mandela reçoit les conclusions des travaux de la CVR. Elle porte pour l'essentiel sur l'indemnisation financière des victimes de l'apartheid, de l'édification de monuments publics commémorant la souffrance des victimes et surtout l'amnistie à des personnalités et des inculpés, tous bords politiques confondus. Conscient de ce que la réconciliation était à ce prix, Nelson Mandela mobilise les institutions et les membres de son gouvernement. Plusieurs personnes sont indemnisées, des politiques et des criminels sont amnistiés. Acte de sagesse donc. Hier, héros de la lutte pour la liberté, Nelson Mandela devient le symbole de la réconciliation en Afrique du Sud et le monde entier le lui reconnaît, les hommes des médias également. Des documentaires sont ainsi réalisés à travers le monde, retraçant le processus de réconciliation en Afrique du Sud pour qu'il fasse école en Afrique et dans les autres continents. Normal, Nelson Mandela a enseigné jusqu'au dernier souffle que l'idée de réconciliation requiert la tolérance mutuelle, la reconnaissance des droits fondamentaux des hommes et des femmes, le pardon et la non-violence.
Guidé par ses valeurs, Nelson Mandela a fait la paix avec son ennemi d'hier, Frédéric de Klerk. Et à travers eux, les communautés noires et blanches ont compris la nécessité du vivre ensemble. Conséquence immédiate, le développement socio-économique de la nation, arc-en-ciel. Et notre communiqué de la présidence de la République avant de poursuivre notre entretien avec M. Claude Sailly à l'occasion du décès du président Nelson Mandela, ancien président de la République de l'Afrique du Sud, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, solidaire du peuple sud-africain, durement éprouvé par ce deuil, a décidé de la mise en berne du drapeau national sur toute l'étendue du territoire. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. Monsieur Claude Sailly, Nelson Mandela, symbole de la paix et de la réconciliation en Afrique du Sud. Il est arrivé à réconcilier blancs et noirs, même si ça a été difficile. Oui, ça a été difficile, mais c'était ça le sens de sa mission. Toute action politique doit avoir une mission. C'était ça le sens de sa mission, réconcilier des Indiens, réconcilier des Blancs, réconcilier des Noirs. Vous comprenez? Et tout cela sur la base de la tolérance. Quand on sait qu'un groupe a maltraité l'autre. Bien sûr. Il y a le Mahatma Gandhi qui a dit, quelqu'un qui l'a précédé dans la lumière, qui a dit « Mon Dieu, si tu me donnes la force, ne m'enlève pas le pouvoir de raisonner. Et fais-moi me souvenir que la tolérance est le degré le plus élevé de la force. » Savoir pardonner. Ce peuple noir a été brimé, oppressé. Parce que quand on parle de Mandela aujourd'hui, on oublie ces townships. On oublie cette politique de la race pure contre une race vulgaire et barbare. On oublie tous ces milliers de morts pour une cause, celle d'une indépendance et d'une reconnaissance d'une race. Donc Mandela était celui qui a cristallisé toutes ces énergies et faire en sorte que les Noirs ne voient pas le blanc comme l'ennemi désigné, mais plutôt comme un adversaire qui, à un moment donné de son parcours, n'avait pas compris le bien fondé qu'un être humain reste un être humain. Donc il a fait de la réconciliation son credo, ou du moins la réconciliation s'est imposée à lui et il en a donc porté toutes ces espérances-là. Et c'est cela aujourd'hui la force de Mandela, faire en sorte que toute une nation qui était au bord du gouffre, qui était sur le fil de la falaise, il a fallu de peu pour que l'Afrique du Sud baignât dans une guerre de communauté, une guerre civile. Grâce à Mandela, grâce au charisme de Mandela, grâce à l'aura de cette personne et grâce à son intelligence politique, l'Afrique du Sud n'a pas basculé dans le chaos. Et cela, le chaos avec des règlements des comptes. Avec les règlements des comptes. Cela, il faut le lui reconnaître. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de cette nation, même si elle connaît quelques difficultés. Monsieur Sailly, nous allons parler maintenant de la vie de Nelson Mandela et de son épouse Winnie Mandela. Winnie Mandela, la fougueuse qui a mené aux côtés de Nelson Mandela la lutte armée anti-apartheid. Et c'est avec Thérèse Yoboué. Regardez. Nonzamo Winifred Madikizela, connue sous le nom de Winnie Mandela. Elle est née le 26 septembre 1936 dans le village de Mongwini, Bizana, dans le Transkei. C'est à l'est de l'Afrique du Sud. Winnie est quatrième d'une famille de 8 enfants. Winnie et Mandela se rencontrent selon certaines sources à Johannesburg, où elle est la première travailleuse sociale dans un hôpital. D'autres, dans une église où le frère de Winnie est révérend pasteur. Déjà à ces périodes-là, Winnie est une combattante pour la liberté de la race noire. Mais ce qui est à retenir d'important, c'est la date du 14 juin 1958, date à laquelle Mandela épouse la belle et fougueuse Winnie. De ce mariage naissent 2 filles, Zenani en 1959 et Zenziwa en 1960. Harcèlement de la police d'alors, emprisonnement vont marquer la vie de la militante de l'ANC. En 1969, elle est emprisonnée pendant 18 mois et en 1977, assignée à résidence. En Afrique du Sud, quelques phrases de Winnie sont restées célèbres. Et je cite, entre autres, « Un Boer, une balle. Avec nos boîtes d'allumettes, nous libérerons ce pays. » Fin des citations.
Mais l'image de cette combattante sud-africaine sera ternie par la disparition de 2 militants de l'ANC en 1988. Les 2 jeunes, Corlette Lolo, 21 ans, et Sibonizo Shabalala, 19 ans, avaient été vus pour la dernière fois au domicile de Winnie Mandela. La mort de ces 2 jeunes est attribuée à Winnie par la Commission Réconciliation et Vérité, une commission mise en place en Afrique du Sud après 1994 pour tourner la page des atrocités commises durant l'apartheid, y compris dans les rangs de l'ANC. Cette affaire et bien d'autres vont conduire Mandela et Winnie à la séparation. Leur divorce est prononcé en 1996. Aujourd'hui, Mandela est mort. Les Sud-Africains pleurent, et bien plus Winnie, pour l'homme à qui elle aura tout donné. Et rendons-nous maintenant à Soweto, une banlieue située à 15 km de la capitale sud-africaine, Johannesburg. C'est à Soweto que le président Nelson Mandela a résidé. Notre reporter Delphine Blahi était en mission en Afrique du Sud. Elle a pu visiter cet endroit historique devenu aujourd'hui un musée connu sous l'appellation de Nelson Mandela House. Regardez. Mandela House, la maison de Mandela. Petite maison de briques rouges, maison construite en 1945 à Soweto. La demeure est située au 8115 de la rue Vilakazi, dans le quartier pauvre de Soweto. C'est la première maison de Nelson Mandela à Johannesburg. La maisonnette de 3 pièces a ouvert ses portes au public il y a 4 ans, après 1 an de travaux de rénovation. Aujourd'hui, la Mandela House est plus que jamais un lieu de pèlerinage. C'est un coin d'héritage. Pour parler du grand homme, le président Mandela. Le grand homme, comme lui-même, c'est un individu d'abord, qui s'est marié deux fois. Et aussi, c'est devenu un héritage parce que c'est un homme qui a l'histoire sur toute l'Afrique du Sud. Ce grand homme, Nelson Mandela, a regagné cette résidence avec sa première femme, Evelyn, lorsqu'il est sorti de prison en 1991, après 27 ans d'incarcération. Cette maison raconte donc la vie de Madiba, surtout celle de la période de l'apartheid. Visite guidée. Cette ceinture a été donnée au président Mandela quand il a quitté la prison. Nelson Mandela's military boots. Ça, c'est les chaussures que le président Mandela utilisait quand il était militaire. Family camera. Ça aussi, c'est quand il était militaire. Family album. Et tout ça là, c'est pour la famille. Mandela and first wife Evelyn. Ok, ça c'est pour la famille. Et Mandela and first ici, wife. par exemple, on voit le président Mandela et sa première femme. Elle s'appelle Evelyn. Mandela in Algeria, 1961. En 1961, il était en Algérie. Ça, c'est le chapeau du président Mandela. La table et les chaises sont des objets. La chaise est originale, les tables aussi sont originales. Ça, c'est la photo qui a été prise quand il est sorti de la prison. Ça, c'est pris en 2009. 2009, il a pris ça avec ses enfants. Ses enfants-là. Et ceux-là, ils sont inscrits. Mandela, Winnie, 2 daughters and grandchildren. But this one died in 2010 during the World Cup in a car crash. Ça, c'est le président Mandela et sa femme, Winnie Mandela, ses 2 enfants et ses grands-enfants. Celle, elle est décédée. Ça, c'est la maman du président Mandela. But Mandela was not allowed. Ici, c'est la cuisine. Le président Mandela et sa femme. Ça, c'est l'enfant du président Mandela qui est décédé en 2005. Ici, c'est la chambre principale du président Mandela lui-même. C'est ici qu'il dormait. C'est ici qu'il dormait, le président Mandela lui-même. Donc, comme Mandela était de la famille royale, donc ça, c'est le lit des rois. La maison du héros national, transformée en musée. Le leader de la lutte anti-apartheid a passé 11 jours dans cette maison avant de déménager. Sa deuxième épouse, Winnie Madikizela, a alors transformé en 1977 la demeure en musée en regroupant photos de famille, souvenirs, diplômes honorifiques et présents du monde entier. Alors très rapidement, M. Claude Saï, la Mandela House est un lieu touristique à visiter et à revisiter en Afrique du Sud.
à visiter, à revisiter, mais cela pose en même temps le problème de la mémoire d'une action, la mémoire d'un peuple, la mémoire d'un combat, la mémoire d'une personne. Vous comprenez? Quand on n'a pas de mémoire, on n'a donc pas de repères. Quand on n'a pas de repères, on n'a pas les fondements sur lesquels il faut s'appuyer pour émerger. Et que des parents à Mandela, des proches à lui, et que Mandela lui-même comprenne qu'il faut léguer des objets personnels qui retracent tout le parcours politique ou toute la vie syndicale, ou toute la vie militante du leader qu'il est, permet à cette génération montante-là de comprendre qu'il y a des choses à copier et des choses à imiter. Et c'est cela que nous devons faire, avoir une mémoire. Et cette mémoire-là permet donc de nous projeter vers l'émergence. Très bien. Demain, samedi 7 décembre 2013, c'est le jour de la célébration du 20e anniversaire du décès du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, né en 1905. Félix Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro, son village natal. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara, veut faire de cet anniversaire un événement majeur et national afin de lui rendre un hommage dans un contexte où les fils d'Houphouët se sont retrouvés et gèrent ensemble le pays afin de laisser à la postérité l'image d'un homme de paix. Et elle crée en 1989 un prix pour la recherche de la paix parrainé par l'UNESCO, entièrement subventionné par des fonds extra-budgétaires apportés par la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Nous vous proposons de suivre maintenant le témoignage de l'ancien ministre des Affaires étrangères ici à Mara. Il nous parle de Nelson Mandela et de Félix Houphouët-Boigny. Regardez. Houphouët a essayé de faire comprendre aux Blancs sud-africains que l'apartheid les nuisait. Et donc, il y a eu une réunion à Genève entre Vorster et lui. Ensuite, avec De Klerk. Et il leur a démontré que l'abolition de l'apartheid serait avantageux pour les Blancs. Pourquoi? Parce que si on regarde la situation, la population noire s'accroissait à un rythme géométrique, alors que la population blanche s'accroissait à un rythme arithmétique. Et malgré tout cela, la population blanche, du fait de la peur, ne faisait que s'exiler. Donc, à terme, on aura une mare de noirs avec un minuscule ruisseau de blancs. Monsieur Claude Saï, Félix Houphouët-Boigny et Nelson Mandela, deux grandes personnalités qui se sont battues pour l'Afrique. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique a eu beaucoup de dirigeants, mais très peu de leaders. Beaucoup de dirigeants, mais très peu de leaders. Peu de leaders pour montrer la voie à suivre et à partager un idéal. C'est vrai que le président Mandela et le président Houphouët n'ont pas eu le même destin, n'ont pas eu la même trajectoire, mais dans le charisme, dans l'aura, dans la force qu'ils ont eu à imprégner sur le monde, cela est impressionnant. C'est vrai que Mandela a passé 27 de ses années de vie en prison. Le président Houphouët, c'est vrai, était en liberté, mais ont tous connu la lutte de l'émancipation de l'homme noir. C'est vrai que quand on observe aujourd'hui la vie du président Houphouët-Boigny à partir du microcosme ivoirien, cela est réducteur. Mais je suis persuadé que très bientôt, on verra bien la dimension de cet homme qui a été ministre dans des gouvernements français de façon successive. Ce n'est pas rien. Et Houphouët-Boigny fut quelqu'un d'un grand aura et d'un grand charisme. Et de toutes les manières, je ne crois pas au hasard. La Providence veut que deux grands leaders de ce continent meurent pratiquement dans un même mois d'une année. Il y a une symbolique là à décrypter. Et je leur dis que nous, générations qui arrivons, allons beaucoup copier sur ce qu'elles ont pu faire, ces grandes personnalités-là. Alors, autre information, nous vous le disions dans notre temps en Centrafrique, il y a eu des combats entre miliciens et ex-rebelles de la Seleka, désormais au pouvoir. Ces combats ont fait plus de 100 morts dans la capitale centrafricaine, Bangui. Panique à Bangui. Depuis 4 heures du matin, la capitale centrafricaine est le théâtre de violents combats à l'arme lourde. Toute la matinée, les tirs ont résonné dans la ville, plongeant la population dans l'effroi. Certains cherchent un abri, d'autres sont réfugiés chez eux. L'inquiétude est partout. On s'interroge, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si les Balakas sont déjà entrés, donc on se dit des choses juste pour notre sécurité. Selon le chef de l'État qui est intervenu à la radio nationale, la situation est sous contrôle. Mais l'attaque a surpris par son ampleur et le nombre d'assaillants dépassant le cadre des anti-Balaka, ces comités d'autodéfense.
en réalité, derrière ces petits groupes de paysans qui réagissent les mains vides, il y a une organisation, il y a une planification. Est-ce que vous estimez que ce sont des soutiens de l'ancien président Bozizé qui sont à la manœuvre? Exactement. Ce sont des anciens militaires. Les armes lourdes ne sont pas quand même l'apanage des populations civiles. Les Séléka ont repris le contrôle de la ville, sillonnant les rues à bord de pick-up surchargés. Le bilan de la journée est difficile à évaluer. Pour le seul hôpital communautaire, on dénombre 10 morts et 65 blessés, victimes de tirs ou d'armes blanches. 250 militaires français se sont déployés sur les axes stratégiques avec pour mission de protéger les ressortissants français. Ces violences meurtrières interviennent alors qu'une résolution de l'ONU est attendue, autorisant le déploiement de renforts français et le renforcement du mandat de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA. Il s'ouvre aujourd'hui à Paris, le sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Le président ivoirien Alassane Ouattara prend part à cette rencontre de haut niveau. Une quarantaine de chefs d'État de pays africains participent également à ce sommet. Les questions de sécurité avec notamment le dossier centrafricain, le développement économique et le changement climatique sur le continent seront abordés. Ce rendez-vous démontre également que les relations entre la France et les pays africains ont évolué. Pour rappel, dans l'actualité en Afrique, le premier président noir sud-africain Nelson Mandela est mort hier à l'âge de 95 ans. Il a été malade pendant plusieurs mois. Le monde entier pleure l'illustre disparu. Les chefs d'État et de gouvernement, les anciens présidents, les stars du cinéma, du football, bref, tout le monde pleure celui qui a lutté contre le système de l'apartheid, celui qui a lutté pour une justice universelle, celui qui a lutté à la fois contre les Blancs et les Noirs pour que l'égalité règne dans son pays, l'Afrique du Sud. Rappelons également que demain samedi 7 décembre 2013, c'est le jour de la célébration du 20e anniversaire du décès du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, né en 1905. Félix Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro, son village natal. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, veut faire de cet anniversaire un événement majeur et national afin de lui rendre un hommage dans un contexte où les fils de fouet se sont retrouvés et gèrent ensemble le pays afin de laisser à la postérité l'image d'un homme de paix. Il a créé en 1989 un prix pour la recherche de la paix parrainé par l'UNESCO. Monsieur Saï Claude, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1.